Marie, bienvenue dans The Big Shift. Comment ça va? Ça va et toi, Xavier? Eh ben super bien. Ça fait 1 an et demi que j'ai pas enregistré d'épisode à distance et j'avais un peu oublié ce que ça faisait. Bon, on avait déjà eu l'occasion de se rencontrer un peu avant cet épisode. Je suis avec Marie Nguyen aujourd'hui et c'est assez fou parce que elle est la cofondatrice de WeDressFair. Elle est rentrée de congé mat il y a à peu près un mois. Elle est sous l'eau et elle prend 1 heure de temps pour passer avec nous pour nous expliquer tout ce qu'il y a à savoir en ce moment sur le monde du textile, le monde de la mode, comprendre ce qui va bien, comprendre ce qui va moins bien. Il y a des grosses actualités en ce moment et donc on va faire tout le tour de ces sujets-là avec Marie aujourd'hui. On vit dans un monde où un t-shirt peut coûter moins cher qu'un sandwich. Il peut être fabriqué de l'autre côté du globe dans des conditions qu'on préfère ignorer et ça peut être livré chez nous en moins de 24 heures. Et donc on est dans un monde de l'ultra fast. Alors, fast fashion, fast delivery, fast tout ce que vous voulez. Et face à ça, il y a des personnes qui disent hop, stop, là, il faut peut-être qu'on tire la sonnette d'alarme, il y a des trucs à aller regarder. Et donc, toi, Marie, tu fais partie de ces gens-là. Tu as fondé WeDressFair, c'est une plateforme qui vend que des marques de mode éthique. Alors, tu me disais que vous alliez commencer à passer de l'autre côté, donc c'est-à-dire devenir vous-même producteur. On aura l'occasion d'en reparler. L'idée, c'est vraiment d'acheter des vêtements qu'on peut porter sans vraiment détourner les yeux. Alors, on va parler de ce que ça veut dire concrètement, de faire du business dans un marché qui est ultra concentré, avec des très, très gros acteurs qui ont des pouvoirs économiques, politiques qui sont violents. Je pense qu'on peut le dire. Et puis, en fait, quelles sont les décisions que vous avez à prendre au quotidien, les décisions difficiles, les décisions éthiques que vous faites? On va parler probablement d'argent aussi un peu, parce que c'est ce qu'on oppose la plupart du temps à la mode éthique, c'est oui, mais ça coûte trop cher, on ne peut pas s'habiller avec ça. Et donc voilà. Et puis donc, comment est-ce qu'on fait pour financer une entreprise qui travaille sur ce modèle-là? Cet épisode qu'on enregistre avec Marie, il fait partie d'une série de petits épisodes qu'on enregistre avec l'ANEF, qui est mon partenaire depuis plus de 3 ans sur le podcast. Et je vous invite vraiment fortement à aller regarder ce qu'ils font. C'est super intéressant et ils financent des boîtes absolument incroyables comme celle de Marie. Après cette introduction, somme toute un peu longue, je vous propose qu'on plante le décor et qu'on explique un peu pourquoi est-ce qu'on parle de mode en ce moment. Je t'ai présenté rapidement Marie. Si tu veux, tu peux me refaire aussi quelques lignes, ton parcours. Pourquoi est-ce que tu as décidé de lancer WeDressFair en 2018? Ouais, je vais essayer de faire court, mais merci pour l'intro. Très cool, de revoir, ça me fait, regarder tout le chemin parcouru. Et je vais essayer de faire court parce que j'ai un parcours un peu particulier. Moi, je suis chercheure en cancérologie à la base. Enfin, je travaille dans la recherche en cancérologie. Donc je ne viens pas du tout de ce milieu-là. Je viens Ah clairement ouais, du vraiment pas, milieu quoi. de la mode. Ni du milieu du e-commerce, ni du milieu des startups, ni du milieu de l'impact. Donc je suis un peu un ovni, mais c'est vraiment mon engagement dans des assos et ce que je faisais aussi sur le terrain qui m'a menée ici. Et de me rendre compte de, l'impact de cette industrie, m'a fait un peu vriller, sachant que, il y avait déjà des alternatives qui existaient pour l'alimentation, qui est le premier pôle de dépenses des Français. Le deuxième, c'est, les vêtements et j'ai rencontré Attends, Antoine, les vêtements, c'est le deuxième poste de dépense pour les c'était Français? ouais, maintenant ça a changé un peu puisque du coup c'est moins cher, mais c'était ouais. Heu, OK. alors sans parler du loyer, hors, charges, enfin OK, hors d'accord, ouais. loyer, et immobilier. Loyer, énergie, et cetera, Ouais, quoi. c'est ça. Ouais, il y Donc les a dépenses du quotidien, hors obligation, quoi. c'est ça. Bah, du coup, l'alimentation, on le Mmh. compte quand même, ça reste le premier. Le deuxième, c'est les vêtements et dans les années 50, ça représentait 30 du reste, du salaire hors loyer. Aujourd'hui, c'est moins de 5 donc tu vois, maintenant, ça représente quand même beaucoup moins, mais on considère toujours que les vêtements sont trop chers alors que ça a drastiquement changé quand même. Mais on va en parler, je crois. Et donc moi, ouais, je viens pas de ce milieu-là, mais c'est vraiment de me rendre compte que, il y avait on allait vraiment dans un mur. Il y a un gros problème, dans l'industrie textile. On consomme trop, trop vite, on produit trop et pourtant on a l'impression de rien porter, de rien avoir à porter, chaque fois qu'on ouvre notre placard. Donc vraiment, moi, j'ai voulu m'attaquer à ça, d'abord sur la partie recyclage. Donc moi, la raison pour laquelle je suis rentrée dans l'industrie textile, c'est que,
j'aidais les personnes qui étaient, à la rue bénévolement et je récupérais des vêtements et notamment des vêtements pour les femmes qui sont à la rue et les femmes qui sont à la rue, elles ont besoin d'énormément de sous-vêtements puisque, malheureusement, quand elles ont leurs règles et ben, elles peuvent, souvent pas avoir accès à des protections hygiéniques et donc, bah, elles doivent laver, très régulièrement leurs sous-vêtements ou les jeter et donc elles ont besoin très régulièrement d'avoir des nouveaux sous-vêtements et malheureusement dans les associations, on ne récupère pas, les sous-vêtements donc pour des questions d'hygiène et de dignité, on récupère pas ces sous-vêtements et donc moi, je me suis posé la question comment on pourrait faire autrement pour récupérer plus de sous-vêtements, sans avoir à, faire des campagnes de dons tout le temps pour pouvoir Mmh. acheter des nouveaux sous-vêtements et je me suis rendu compte, moi qui connaissais rien au textile, que, la matière tissu, des t-shirts, qu'on récupérait à foison et que personne ne voulait, était la même matière qu'il y avait sur mes culottes, à moi et du coup, je me suis fait offrir une machine à coudre et j'ai transformé des t-shirts en culottes pour les distribuer aux personnes à la rue et c'est comme ça que j'ai commencé à tirer le fil de cette industrie et Donc donc ça, c'était soirée week-end, en gros, parce que tu avais ça, encore ton c'était, job de mes chercheuse. soirées jusqu'à 3 heures du mat et mes dimanches, donc ceux qui ont connu les grands voisins à Paris, Ah oui, c'est vrai, bah, je ils ont fermé vendais, récemment en plus, ouais. ça a fermé, ça commence à faire maintenant, ouais, ça doit faire à peu près 5 ans que ça a fermé quand même. Ah oui, OK, il faut que je me mette à jour. Ouais, mais c'était trop génial comme projet et du coup, bah, moi, ça m'a permis, là-bas de faire mes premiers pas, d'entrepreneur. Je travaillais à l'Institut Curie à Paris à côté et du coup après j'allais, le dimanche au Grand Voisin pour faire les marchés, pour essayer de vendre mes coupons de tissu parce que du coup je découpais des vêtements pour vendre, ce qui restait et donc je suis tombée un petit peu dans ce monde du textile en me disant: «Mais il y a un problème, aujourd'hui, les vêtements qu'on récupère dans les bornes de dons, elles partent en majorité à l'étranger. Est-ce qu'on ne pourrait pas les revaloriser sur place?» Et donc moi, j'ai commencé à faire un projet de partage de tissus entre particuliers et petits professionnels qui avaient besoin, de coupons de tissus. Et j'ai été sélectionnée à un parcours d'entrepreneur qui s'appelle Ticket for Change, où j'ai rencontré Antoine qui portait le projet de We Dress Fair. Donc, We Dress Fair, c'est pas un projet qui est, de base, une idée qui sort de ma tête, c'est sort de la tête d'Antoine. Mais, on s'attaquait au même problème et ce qu'on a appris chez Ticket for Change, c'est vraiment ça, c'est de tomber amoureux du problème et pas de la solution. Mmh. Et donc on était amoureux tous les 2 du même problème. Il s'avère que maintenant on est amoureux aussi dans la vie et qu'on a 2 enfants. Et du coup, on s'est dit qu'on aurait quand même vachement plus de force tous les 2 à s'attaquer à fermer le robinet plutôt qu'à essayer de mettre des scotch sur une baignoire qui est en train de se vider, quoi. Parce que du coup, le recyclage, c'est un peu ça, c'est essayer de mettre des scotch, sur une baignoire, qui se vide et du coup, l'idée, c'est plutôt de fermer le robinet et donc s'attaquer à fermer le robinet, c'est s'attaquer à la pédagogie de l'achat, la pédagogie de la surconsommation, de comment on consomme mieux nos vêtements, quelles sont les meilleures marques aujourd'hui qui produisent bien, qui ont un impact réduit et cetera et donc moi, mon taf au tout départ, ça a été ça, ça a été de vulgariser toute cette matière qui était là, en tant que bonne scientifique, voilà, de lire des articles et de dire: «Bah, voilà, les meilleures matières, c'est ça aujourd'hui, les meilleures marques, du coup, qui utilisent ces matières, c'est celles-là» et c'est comme ça qu'on a commencé à créer la plateforme We Dress Fair tous les 2. D'accord, donc dès le début, We Dress Fair, c'était censé être une plateforme à la base donc d'information et puis après, de recensement des produits les plus vertueux, c'est ça? Ouais, à la base, c'était même une liste, sinon ça devait pas être une boîte, quoi. C'était vraiment, une liste des meilleures, marques, qui produisent bien, et en fait, en commençant à faire la liste, on nous a demandé à droite à gauche, «Mais en fait, moi, j'aimerais bien les acheter, où est-ce que je peux les acheter?» et puis, du coup, ben, de fil en aiguille, c'est l'idée a mûri de faire quand même une marketplace où c'était beaucoup plus facile de les trouver toutes au même endroit que d'aller chercher à droite à gauche et en plus de ça, hem le vocabulaire de la mode responsable, il est pas régulé. Vous voyez, j'utilise responsable, éthique et cetera. En fait, tous ces Ouais. mots-là, aujourd'hui, sont pas régulés, donc on peut les utiliser de n'importe quelle manière et il y a certaines marques qui les utilisent pour certaines raisons et d'autres marques qui les utilisent pour d'autres raisons et elles sont plus ou moins engagées, on va dire. Et donc le fait de les réunir sur une même plateforme, on les réunissait aussi, sous une même charte de sélection, sous des critères qui étaient identiques pour chaque marque. Et donc ce qui permettait aussi aux consommateurs de mieux comprendre: «OK, bah, si cette marque elle est sur WeDresser, elle a passé
au moins le minimum de la charte de sélection de We Dress Fair. Mmh. Et donc, c'est plus facile pour moi pour comprendre. Et donc, au final, aujourd'hui, We Dress Fair, c'est vraiment le tiers de confiance des consommateurs. Ils ont maintenant, et très souvent, on nous dit ça. Ah, moi, je confie en fait mon éthique à We Dress Fair. Et en fait, du coup, quand je rentre chez We Dress Fair, comme je rentre chez Biocoop, etc., je regarde pas toutes les étiquettes. Est-ce que c'est bien bio? Est-ce que c'est bien fait? Je Ouais. sais que de base, ils sélectionnent bien et donc je fais confiance. Ok. Et à ce moment-là, les labels qui sont censés être des labels, je sais pas, tu vois, certifiés GOATS par exemple, pour Ouais. les types de tissus, écolabel, les certificats d'origine, tous ces trucs-là, ça suffit pas aujourd'hui pour se dire, on fait bien le coton bio, etc. Et ben en fait, coton bio veut rien dire, par exemple, tu vois? Coton bio, tu peux avoir un coton bio labellisé GOTS, un coton bio labellisé, pas du tout. Il y a des gens qui disent coton bio Ecotex. Ecotex a jamais labellisé le bio. Enfin, tu vois, en fait, tout est un peu compliqué, et c'est pour ça que, on avait vraiment besoin de ce travail-là, d'un expert, du textile qui aujourd'hui va dire: «OK, bah, les labels les plus fiables, c'est ceux-là. Moi, je vais me fier que à ceux-là et donc je ne vais sélectionner que les marques qui ont ce type de label». Et en même temps, je pense que ce qui est aussi, le plus valorisant pour We Dress Fair, c'est qu'on fait aussi tout le taf de traçabilité des lieux de confection, ce qui est encore plus compliqué pour le consommateur de Ouais. comprendre et de savoir est-ce que c'est bien fait, dans quelles conditions, et cetera. C'est aussi sur la traçabilité et on va dire l'impact social, du vêtement. Et donc ça, c'est aussi un taf que nous on fait, qui permet au consommateur de se dire: «OK, ça a été fait dans des bonnes conditions». Si c'est sur We Dress Fair, c'est que ça a été vérifié et c'est dans des bonnes conditions. Ok, je comprends. Euh, Bon, on est dans un moment un peu clé, un peu charnière en ce moment pour l'industrie textile, pour l'industrie de la mode. Euh, Deux éléments un peu clés qui marquent l'actualité, je pense que c'est à la fois la loi contre la fast fashion, donc Mmh. ultra fast fashion même plutôt, qui à la fois a été votée à l'Assemblée nationale, mais en mai 2024, si je dis pas de bêtises, corrige-moi. Avril. Avril 2024, qui a été passée au Sénat dans une version un peu modifiée en juin cette année Exact. et qui, a priori, devrait être en commission mixte paritaire. Donc, ça veut dire va être rejugé par Mmh. un ensemble de sénateurs et de députés Ouais. euh, à huis clos dans les prochains jours. Donc, il y a cette loi-là. Il y a l'installation de Chine au BHV qui fait couler pas mal d'encre aussi. Où est-ce qu'on en est cette loi, est-ce qu'elle est suffisamment... Enfin, comment est-ce que toi, tu l'analyses? Est-ce que tu penses que c'est un vrai changement, un vrai tournant qui peut arriver? Et puis, comment est-ce que tu vois un peu les actualités sur ce secteur-là? Alors il y a eu plusieurs phases, mais c'est réellement un vrai changement. C'est la première fois que sur une grosse industrie comme l'industrie textile, on arrive à faire passer ce type de loi. Et il faut savoir que ce type de loi, donc en fait, nous, on a rejoint un collectif, on a rejoint un contre-lobby, hein, on a créé un lobby avec des entreprises de mode responsable qui s'appelle En Mode Climat, Ouais. qui a été fondé par, les fondateurs de la marque qui s'appelle Loom. Et puis on a été nombreux à les rejoindre très rapidement dès que ça a été, sur laquelle, en fait, tout part d'une base où on a coécrit une tribune, dans Le Monde où on demandait, au gouvernement de réguler l'industrie textile, nous y compris. Et du fait de l'écrire et de que ça vienne, d'un collectif de marques qui demande à être autorégulé, je pense que ça a eu pas mal d'impact. Ce qui fait que derrière, on a créé ce contre-lobby qui fait qu'on a, eu la possibilité de proposer, des lois et d'écrire, notamment de faire partie de ceux qui ont permis d'écrire le projet de loi, anti-fast fashion. Et donc, c'est un immense, succès que de toutes petites entreprises telles qu'on est, nous, face aux mastodontes, enfin aux Goliaths gigantesques de l'industrie textile aujourd'hui, on ait réussi à se faire entendre là-dessus. Il s'avère que, on a bénéficié aussi d'un moment, puisque tu parlais de Shein, puisque ça coïncide un peu au moment où Shein arrivait vraiment très fortement en France, commençait à avoir des chiffres, d'affaires assez importants qui passaient au-dessus d'Amazon, et cetera.
Ouais. Et du coup, en fait, on a bénéficié. Parce que nous, ça fait des années qu'on dit la fast fashion, ça va pas, etc., etc. Et on n'avait pas ce moment, en fait. Donc, nous, ça fait des années qu'on essaye de lutter contre la fast fashion. Et en fait, on a eu, alors c'est horrible à dire, mais on a eu l'avantage qu'il y a un gros méchant chinois qui est arrivé sur le marché et que tout le monde le voit et que du coup, ça a créé ce moment. Et comme ça a créé ce moment, bah, nous, on s'est emparé vraiment de ce moment pour faire monter la mayonnaise et en créer vraiment enfin, montrer que c'était un réel problème de société. Ce qui fait que des députés s'en sont emparés et que du coup, ça a permis de faire passer cette loi. Et donc, qui est passée à l'unanimité en avril 2024 de façon assez extraordinaire. Enfin, trop génial. On était trop Ouais. contents. Il y a un fonds de réparation qui a été créé en même temps. Du coup, aujourd'hui, on peut réparer ses vêtements. C'est subventionné par l'État. Enfin, c'est quand même dingo aujourd'hui. Tu peux faire réparer ton jean. Tu as 50% du prix de la réparation qui est pris en charge par l'État dans les réparateurs agréés. Mais c'est juste C'est oufissime d'avoir. utilisé ça aujourd'hui ou pas? C'est utilisé, ouais. Ouais. Je crois que le fonds, c'est un petit fonds aujourd'hui, mais je crois que les montants ont été augmentés pour l'année prochaine. Et donc, du coup, ben, ces fonds, ils sont reconduits. Enfin, du coup, on a commencé à initier ça. Donc, c'est quand même un commencement de changement de paradigme qui est assez important. Et ça, on est ultra content et fiers de participer à l'agitation. Alors, on a participé à l'agitation pré-loi, d'avoir participé du coup au fait que cette loi, pour plein de raisons, on n'a pas forcément tous participé à la rédaction, mais on a participé au fait que, bah, justement, de montrer aux députés que c'était un réel problème de société, d'avoir fait monter la mayonnaise, d'avoir fait participer nos communautés, etc. Ce qui fait que la loi, elle est passée. Elle a été après, elle est passée au Sénat. Ils ont enlevé quelques parties de la loi, puis après ça a été redébattu. Enfin, il y a pas mal de choses qui se sont passées entre temps. Mais du coup, cette loi, elle est quand même là, elle existe. Et ce qui est assez incroyable, c'est que du coup, ça amène ce sujet-là sur le devant de la scène, alors que on reste des petits acteurs, quoi. Donc, pour nous, c'est un moment assez exceptionnel, ce qui fait qu'en plus, maintenant, on est assez connus, et les Ouais. députés, etc., pour venir nous voir maintenant quand il y a des problèmes. Bah voilà, qu'est-ce que vous en pensez de Chine au BHV? Là, en ce moment, il y a une autre loi qui est débattue sur l'affichage environnemental européen. Donc maintenant, au niveau européen aussi, on vient nous voir en nous disant, OK, qu'est-ce que vous en pensez? Comment on peut faire ça, etc. Donc, voilà, maintenant on fait partie de l'écosystème, on fait partie de cet écosystème qui peut faire réellement changer des choses durablement et pas juste juste faire, de la prise de conscience. Là, c'est Ouais. réel, c'est écrit dans la loi, ça sera durable, et cetera. Donc, c'est assez exceptionnel. T'es confiante sur la commission mixte paritaire qui doit valider le texte? Alors déjà, le texte validé par le Sénat, qu'est-ce que je sais on dit qu'il a été certaines associations qui disaient qu'il a été euh, ôté de toute sa substance, Alors qu'en l'état, il est beaucoup, beaucoup moins puissant qu'il ne l'était à la sortie de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? alors Euh, il y a eu 2 moments, en fait. Il y a des associations qui ont réagi un tout petit peu en amont, parce qu'en fait, il y a eu, la proposition au Sénat, en fait, juste avant le vote et le vote réel. Et donc, en fait, il y a eu effectivement quand le texte est arrivé au Sénat, en fait, ils en parlent en commission avant, au Sénat. Et donc là, ça a été, effectivement, il y avait pas mal de choses qui avaient été enlevées, notamment interdiction de la publicité. Il y a eu pas ouais, mal de sur les pénalités, sur la définition de l'ultra fast fashion. Il y a pas mal de débats là-dessus. Mais ensuite, ce qui a été voté était plutôt, il y a des choses qui ont été remis, et notamment le fait de pénaliser. Donc c'est sur le coefficient de durabilité des vêtements. Et donc ça, c'est assez intéressant pour nous parce que ce coefficient-là, il prend en compte notamment le coefficient physique, donc enfin la durabilité physique, mais il contient aussi la durabilité émotionnelle qu'on a définie, qui est la rotation. En fait, on considère aujourd'hui que les gens changent de vêtements non pas parce que le vêtement est usé. En fait, le fait de dire, la fast fashion, c'est pas bien parce que ça use enfin, c'est des vêtements qui sont de mauvaise qualité, c'est vrai en partie, mais c'est pas la première raison qui fait qu'on change de vêtements. Aujourd'hui, on change de vêtements parce qu'on est bombardé par de la nouveauté et de la publicité et des promotions qui font qu'on a envie d'acheter de la nouveauté tout le temps. mm, Et la chose qui vous montre ça, la plus claire possible, c'est que ouvrez vos placards,
tous les vêtements que vous ne portez pas sont pas troués. En fait, tous les vêtements et d'ailleurs la grande majorité ne sont pas troués, mais juste, vous ne les aimez plus parce qu'ils ne sont plus tendance, ils ne sont plus à la mode ou parce qu'on a créé des nouvelles tendances, on a créé des nouveaux besoins, et cetera. Et donc du coup, dans la durabilité émotionnelle, on a défini la fréquence de rotation, le renouvellement des collections qui rentre en compte aujourd'hui dans la note de durabilité d'un vêtement. Plus une marque produit de vêtements, plus une marque renouvelle rapidement ses collections, moins on considère qu'elle est durable. Et donc, du coup, ça, c'est hyper important pour nous parce que les malus et les bonus de la loi fast fashion, aujourd'hui, en sortie du Sénat, en sortie du coup du Sénat, mais du coup qui vont être débattus en commission mixte paritaire, pour l'instant encore, sont sur ce coefficient de durabilité. Donc ça, c'est hyper important. Bon, l'interdiction de la publicité, nous, on va pas débattre là-dessus, mais effectivement, ça a été enlevé. Enfin, il y a 2-3 choses comme ça. Ça aurait été excellent que ça y soit, mais voilà, déjà, si on se concentre là-dessus, sur comment est défini les primes et les pénalités, c'est exceptionnel. Ça pourrait arriver jusqu'où cette loi-là, si elle passe? Est-ce qu'en fait, on pourrait interdire la vente de produits Chine en France ou c'est quoi le niveau qu'on pourrait attendre de cette loi? Non, alors on peut jamais interdire, aujourd'hui, c'est contre les lois de l'OMC, il me semble, d'interdire, donc on est quand même dans un système de libre-échange, donc on peut pas interdire la vente, sauf ce qu'on a vu un peu dernièrement, les sites, il y avait un site qui s'appelait Wish à l'époque, il y a Ouais. un certain temps, donc qui était un site chinois aussi. Il y a eu des contrôles, il me semble, de la DGCCRF et il y avait beaucoup de produits et donc je vais pas dire de bêtises, je vais pas dire le pourcentage pour pas dire de bêtises, mais il y a beaucoup de produits, ça passait au-dessus du seuil légal qui ne respectaient pas les règles sanitaires de l'Europe et Mmh. donc ce site a été fermé à l'époque. Donc là, il y a des raisons pour fermer certains sites. Chine, ils passent toujours, ils passent toujours les seuils, donc on n'a pas le droit de fermer. Par Ouais. contre, la Parce qu'ils sont loi très agiles, qu'ils savent, enlever un produit dès qu'il est retoqué et puis après le remettre sous un autre format quelques jours, quelques semaines plus tard et que alors ouais, franchement, je peux pas dire parce que je sais pas parce qu'en plus de ça, c'est la douane aussi qui chope des mmh, colis un peu au hasard, donc vraiment je sais pas trop. Mais en tout cas, ils ont toujours passé les seuils, ce qui fait qu'on peut pas interdire. Il y a des associations qui ont essayé d'interdire, en passant par, cette voie-là de toxicité, ce qui n'a pas marché. Par contre, la loi fast fashion, ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaye de rétablir une concurrence plus loyale et donc d'initier un peu un principe de pollueur-payeur, heu au sein du coup avec ce qu'on appelle une modulation des éco-contributions plus importantes et notamment, du coup sur ces produits, de fast fashion, d'appliquer des malus qui soient assez importants pour, rétablir un rapport de force, plus équitable entre des produits, made in China, très mal faits, dans des mauvaises conditions, avec des produits chimiques et cetera et des produits, made in Europe, faits dans des bonnes mmh, conditions, qui traitent bien les gens et cetera. Parce qu'aujourd'hui, la problématique, c'est ce que Julia Ford de Loom, enfin, initie et dit beaucoup, c'est ce qu'on appelle la prime au vice. Aujourd'hui, il y a une prime à mal faire. Aujourd'hui, on est plus compétitif, moins on produit bien, plus on produit dans des mauvaises conditions, plus on est compétitif sur le marché. Et ça, il faut le contrer. Et donc, la loi fast fashion, elle permet de contrer en partie, parce que ça va pas, on va pas arriver au même prix que le made in France ou que le made in Europe, mais quand même, heu, on peut aujourd'hui, ce qui est écrit encore dans la loi, c'est que, on peut appliquer des pénalités de presque 10 €, donc supplémentaires par produit. Donc, imaginez sur une robe que vous vouliez acheter, je sais pas, à 20 € la robe, bah, maintenant elle passerait à 30 €, ce qui est déjà un peu moins incitatif mmh. que si elle restait, sur des prix, très, très bas, quoi. Donc voilà, on peut pas l'interdire. Par contre, on peut réguler, et on peut essayer de rendre, de les rendre un peu moins compétitifs, du fait enfin, en fait, de les faire payer leur externalité négative, en fait, c'est un peu ça. Ouais.
C'est que Ouais, aujourd'hui, ok. elle crée des externalités négatives qui sont payées par les marques de mode responsable parce que nous, on essaye Parce de que bien faire les choses ouais, ici, de payer c'est des du manque salaires à gagner, bien, quoi. etc. Mm. quoi. Mm. C'est c'est quoi les vraies difficultés d'exister du coup dans ce marché? Alors effectivement, tu dis il y a ce manque à gagner parce qu'il y a la prime au pire. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés à exister dans un marché qui est dominé? Alors on parle de Chine, mais c'est aussi Zara, c'est aussi H&M. Il n'y a pas que Ouais. Chine sur ce marché-là. Il y en a qui sont là depuis beaucoup plus longtemps, qui sont implémentés dans nos pays depuis bien plus longtemps aussi. Donc comment est-ce qu'on fait pour coexister avec ces marques? Je veux juste rajouter, il y a Carrefour aussi, il y a Lidl, enfin, en fait, toutes les grandes surfaces aussi sont des metteurs sur le marché de textile assez importants, hein. Comment on fait? On a une voix différente et je pense alors il y a beaucoup d'enjeux aujourd'hui, à faire différemment et à montrer, que qu'on peut faire les choses autrement. On est au tout début d'un changement de paradigme. On est au tout début on sent qu'il y a de l'agitation, on sent qu'il y a des choses qui bougent, notamment dans les lois, et cetera. Et We Dress Fair, on vend ces vêtements-là, on montre les marques qui font les choses différemment. Et notre but aussi, à travers ça, c'est aussi de modifier les lois pour que d'autres puissent se créer ensuite derrière. Donc en fait, on a et ce rôle d'exister pour faire bouger les choses pour les autres, mais on a aussi ce rôle pour les générations futures de marques qui vont arriver et qui auront déjà en place les lois nécessaires et les financements nécessaires pour se développer sur un marché qui sera un peu plus sain. Et c'est pas facile tous les jours, mais en tout cas aujourd'hui, nous, on essaye d'avoir plusieurs rôles. Un rôle de pédagogie envers ceux qui aujourd'hui sont en chemin. On sait qu'on ne sera jamais une alternative à la fast fashion, on est beaucoup trop cher. Enfin, c'est beaucoup plus cher. C'est très difficile aujourd'hui de dire je vais passer je m'achète des produits chez Shein tous les 4 matins à je vais m'acheter un seul vêtement chez We Dress Fair pendant 6 mois. Enfin, on sait que c'est extrêmement compliqué. Par contre, on fait partie du chemin parce qu'on fait partie de cette pédagogie et après, on fait partie des alternatives qui existent et on est très nombreux à dire que pour faire changer les choses, il faut une forêt, il ne faut pas un seul gros arbre en plein milieu, hein. C'est plein de petits arbres qui font une forêt, hein, et qui font vivre un écosystème. Et donc, on fait partie de l'ensemble des solutions qui sont disponibles aujourd'hui, comme la seconde main, comme la réparation, comme Emmaüs, comme... Enfin, voilà, il y a plein, le don, le troc, il y a plein d'autres solutions. Ouais. Et We Dress Fair fait partie de cet ensemble. Donc voilà, on n'est pas, donc on ne peut pas s'adresser à tout le monde et on n'est certainement pas une alternative à la fast fashion. Mais par contre, on essaye de faire notre part pour ceux qui aujourd'hui, et il y a quand même une grande majorité, une grande partie de la population qui peut se payer des vêtements un peu plus chers et qui le font d'ailleurs, puisqu'on a énormément de marques de prix de marques qui sont au-dessus de ce que nous on fait, qui aujourd'hui switchent de ces marques un peu classiques qui produisent dans des mauvaises conditions à des marques un peu plus responsables. Ok. Mais vraiment, Tu sembles être assez positive. Tu vois, depuis 1 an et demi, à chaque fois que j'enregistre un épisode de podcast avec une personne d'un secteur spécifique, tu vois, que ce soit la mobilité, l'énergie, etc. Globalement, depuis 2023, on me dit non, mais là, tout fout le camp, tout repart en arrière, élection de Trump, sortie des États-Unis des accords pour le climat. Enfin, globalement, j'ai quand même plutôt des mauvaises nouvelles. Et toi, tu me dis, on est à un tournant, on est en train de prendre le taureau par les cornes, on s'est structuré, on commence à être assez mature pour pouvoir aller discuter avec le gouvernement, l'Assemblée, le sénateur, mais aussi du coup les organes européens. Il y a une loi fast fashion qui est en voie de passer. Comment est-ce que tu expliques que du coup ce secteur soit peut-être un des seuls qui continue à réussir à aller de l'avant dans ce marasme un peu écologique des dernières années? alors j'ai aucune idée sur les autres secteurs, je t'avoue, j'ai pas regardé, mais enfin pas c'est que j'ai pas aucune idée, mais enfin je vois très bien que ça va pas très bien partout. Mais en fait, la mode vraiment
tout se casse la gueule là, mais donc tout est hyper fertile. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu Non, pas sûr. renaître de ses cendres, tu vois? Et parce que comme, enfin, tu vois, là, on voit des marques qui disparaissent. Pinky, Naf Naf, il y en a des tonnes et des tonnes. Je sais même plus, tu vois, les noms tellement il y en a. Et en fait, il y a plein de distributeurs aussi qui disparaissent. Enfin, c'est en train tout est en train de vraiment changer. Mais en fait, ces marques-là, elles devaient mourir. Enfin, vraiment, parce que dans dans ce qu'on essaye de faire pour demain, elles n'ont pas leur place, tu vois. On est dans un marché en décroissance. Le textile enfin, on est en marché, il faut que ce soit en décroissance. On n'est pas encore en décroissance, il faut que ce soit en décroissance. En tout cas, on essaye de consommer moins, on veut consommer moins. C'est pas encore ce qui est prouvé dans les chiffres, mais les Français veulent consommer moins de vêtements. Et donc, euh, enfin, tout est en train un peu de se remodeler. Donc, c'est peut-être pour ça que je suis assez positive, c'est que je sens que c'est un moment aussi où on peut s'immiscer, tu vois. Et comme tu le dis très bien, on arrive dans ce moment pas sans armes et pas en subissant, puisqu'on a réussi à se structurer, à créer enfin, nous on a rejoint, mais à se réunir en contre-lobby, à intégrer du coup des collectifs décideurs. Moi, j'ai formé un député européen à des éléments de langage, enfin, tu vois, pour un mec du PS, pour lui montrer et pour lui dire, ben voilà, si vous allez en parler après au niveau européen, voilà pourquoi nous, on fait ça, quels sont les sujets importants, pourquoi cette loi, ça nous va, pourquoi celle-là, ça nous va pas. Donc, comment c'est structuré? On a une réponse commune. On a une réponse qui est aussi, enfin, qui est commune et qui est puissante puisqu'elle est diffusée sur tous les acteurs qui font partie de ce contre-lobby. Et en plus, on a des députés qui nous suivent parce que on a déjà commencé à avoir ces prises de position avec eux et à leur donner en fait de la matière. Et donc, c'est vrai que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai un peu espoir, c'est que on fait partie aussi peut-être des rares versus d'autres industries à avoir réussi à intégrer ces cercles de pouvoir, tu vois. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un peu plus espoir là-dedans. Et ça, vraiment, je l'ai dit en introduction, je pense que c'est parce que c'est un moment pour la mode, tu vois. Il y a un momentum là, parce qu'il y a un gros méchant chinois qui arrive et oulala, tout le monde est en mode oulala, gros méchant chinois, il faut qu'on fasse quelque chose contre lui. Et ben en fait, faire quelque chose contre quelqu'un, bah du coup, c'est créer des lois en s'immisce dedans et enfin, tu vois, et du coup, bingo, nous, ça va dans notre sens, quoi. Donc là, il y a quand même des échelles, c'est-à-dire que là, on lutte contre l'ultra fast fashion. Nous, ça fait des années qu'on veut lutter contre la fast fashion en général. Donc là, il y a des échelles. Effectivement, là, pour l'instant, ça ne risque toucher que énormément l'ultra fast fashion et un tout petit peu la fast fashion. Mais c'est progressif et on va y aller progressivement. Et certainement, les entreprises de fast fashion verront les bénéfices de lutter contre l'ultra fast fashion, et etc. Et donc, du coup, potentiellement, on réussira à embarquer aussi plus de monde derrière, quoi. Ouais, embarquer plus de monde et puis parfois aussi lâcher un peu de lest. Vous êtes en permanence en train de naviguer une ligne de crête un peu pas évidente parce que du coup, vous êtes attendu au tournant, je pense, de la part de votre audience, des gens qui viennent acheter chez vous. Tu disais qu'ils vous délèguent la charge mentale éthique Ouais. de leur choix. Ça vous impose du coup de faire des choix qui sont parfois contraignants. Là, il y a un mois, j'ai vu que tu avais publié sur LinkedIn que vous vous sépariez d'un de vos gros fournisseurs sur votre plateforme WeDressFair, Organic Basics. Est-ce que tu as l'impression du coup que ces contraintes-là, tu n'en arrives jamais au bout et que finalement, il y a toujours un truc qui finira par pas aller avec les boîtes avec lesquelles vous travaillez? Alors, nous, ce qu'on voit, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est les marques qui se créent aujourd'hui, se créent avec des valeurs extrêmement fortes. D'accord, Et ouais. du coup, toutes les nouvelles structures, donc c'est plutôt les anciennes qui ont plus de mal à bouger. Et encore, on voit beaucoup, beaucoup de choses qui changent. Donc effectivement, tu auras toujours ceux qui vont essayer de tirer le système vers eux, enfin, et qui vont essayer
de jouer de ça, enfin d'utiliser des mots comme il faut pas, etc. Et nous, on est là pour veiller à ça. Donc, et on le dénonce très fortement. Là, Organic Basics, c'était d'autres raisons éthiques, mais en fait, nous, c'est des choses sur lesquelles on est passé à travers parce que notre charte aujourd'hui, c'est une charte de vérification des lieux de production et enfin des conditions des lieux de production et pas des lieux de production en eux-mêmes. Et là, il y a eu une problématique sur les lieux de production puisque Organic Basics a été racheté par un fonds d'investissement israélien et occupé qui utilisait des territoires occupés et du coup, des territoires palestiniens. Et du coup, nous, on voulait pas du tout associer. Enfin, pour nous, c'est complètement inéthique et du coup, on voulait pas associer Widresfer à ça et donc on a mis fin au partenariat avec Organic Basics. Et derrière, on fait évoluer notre charte en disant, OK, on peut pas que vérifier les conditions de fabrication, il faut aussi qu'on vérifie où est-ce que son produit est est-ce que les entreprises respectent les lois et les lois qui sont écrites et enfin voilà et donc on élargit aussi et notre rôle c'est ça. Donc non, on n'a pas l'impression que tout le monde essaye de détourner tout, machin, etc. Par contre, on a l'impression que oui, il faut être vigilant. Et de toute façon, je crois qu'il faut rester vigilant énormément sur... encore aujourd'hui, sur le greenwashing, ça existe. Sur le social washing, ça existe et ça continuera à exister. Mais il y a une bonne volonté ambiante d'essayer de faire mieux. Après, que ce soit des raisons marché, c'est là où tu vois il y a un peu des distinctions, mais il y en a, on sait que c'est pour des raisons marché et d'autres c'est pour des réelles raisons d'intérêt général qui portent de cœur, etc. quoi. Mais voilà, en tout cas nous on essaye de faire cette distinction là et ce qui est important pour nous et de dénoncer quand il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Ouais. Les détracteurs de vos modèles, est-ce qu'ils agissent surtout sur le prix ou est-ce qu'il y a d'autres sujets? Moi, là, ce que j'ai beaucoup vu, notamment avec l'ouverture de Chine BHV, c'était toutes les interviews tournées autour de moi, j'ai pas les moyens de m'acheter Ouais. de la production française. Donc, en fait, laissez-moi acheter des vêtements que je peux me permettre. Est-ce que c'est un peu le seul argument qu'on peut vous opposer aujourd'hui? Alors, c'est le principal argument qu'on nous oppose aujourd'hui. Il faut savoir que c'est un argument de la fast fashion, hein. C'est un argument aujourd'hui qui est utilisé par la fast fashion pour contrer ce que nous on dit. Ouais. Un point extrême qui est que Shein a parlé d'un droit fondamental à la mode. Exactement. Ouais. Ils en arrivent à écrire ce genre de choses, qui est quand même assez... quand tu parles de droit fondamental et que tu utilises le droit des personnes, quand tu sais comment les personnes sont exploitées à l'autre bout du monde pour produire les vêtements Chine, c'est quand même sacrément couillu, quoi. Ouais, c'est clair. Pour pas dire ça différemment. Mais oui, c'est le principal argument aujourd'hui parce que ce qui est très difficile, c'est de le contrer. Parce que faut tirer un peu le fil, faut comprendre comment ça marche, la mécanique. Aujourd'hui, nous, ce qu'on dit beaucoup, c'est que non, la fast fashion aujourd'hui, elle ne permet pas de faire des économies et au contraire, elle fait dépenser plus d'argent, notamment parce qu'elle crée des addictions pour les personnes qui sont défavorisées, qui ont souvent moins accès à de l'éducation, qui du coup achètent aussi beaucoup plus. Et donc, en achetant beaucoup plus, s'appauvrissent beaucoup plus. Donc, et on le voit très bien. Il y a une interview d'une personne qui dit « Moi, j'achète 400 € de fringues Shein par mois. » Et derrière, elle dit « Mais moi, je suis pas capable de me payer de la mode française. 400 € par mois, tu as largement de quoi t'acheter. J'ai un jean chez nous, ça coûte 120, 150. Donc, 400 € par mois, si, tu as sacrément les moyens de faire une belle garde-robe de vêtements responsables. » Mais par contre, c'est la quantité. Et moi, j'avais vraiment vu ça quand Shein avait installé un pop-up à Lyon. J'étais allée discuter avec les personnes qui étaient dans la queue. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est pas forcément de la qualité. En fait, ils veulent de la quantité. Et effectivement, quand on veut de la quantité, 400 €, ça te permet d'acheter peut-être,
40 vêtements à 10 euros, et ben oui, c'est sûr que sur de la mode Mm. française responsable, tu pourras pas t'acheter 40 vêtements à 10 euros, quoi. Ou alors que des chaussettes, mais je pense que Et c'est pas encore. forcément ça là. Et donc ouais, c'est le principal argument qu'on nous oppose. Et on a souvent l'impression d'être dans la réaction, tu vois, de pas, enfin, d'être assez. Bah oui, effectivement, c'est plus cher et ça sera plus cher. Et en fait, d'expliquer aujourd'hui, moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est de dire aujourd'hui, on a fait des économies d'échelle sur les droits humains. Et en Mm. fait, si on n'avait pas fait ces économies d'échelle, si on était resté dans le respect du droit humain, on n'aurait jamais eu accès à ces prix-là. Et donc, on n'aurait pas un peu un prix gravé dans la tête qui est un t-shirt, ça doit coûter 5 euros ou ça peut coûter 5 euros. C'est pas vrai. Si on respecte tout, on respecte le droit de l'environnement, enfin, on respecte le droit de l'environnement et on respecte les humains et on paye ces externalités négatives, un t-shirt à 5 euros, ça n'existe pas aujourd'hui. Ouais. Écoute, je pense qu'on a un peu fait le tour là-dessus. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur We Dress Fair et sur comment est-ce que vous avez monté cette initiative. Aujourd'hui, vous fonctionnez en ultra transparence, donc on voit que vous êtes à peu près 1,5 million en CA. Parce que les informations sont disponibles. Euh, Plus que ça, hein. Plus que ça aujourd'hui, j'ai mal lu mes infos. Vas-y, Bah, je pense que tu vas me dire où c'était est-ce que vous en êtes et puis comment est-ce qu'on fait pour arriver. Parce que du coup, tu disais vous êtes une goutte d'eau, mais je sais pas aujourd'hui si We Dress Fair fait quelques millions plus d'autres acteurs, en fait finalement vous n'êtes pas si petit que ça, quoi. ah, on est vachement plus petit que la fast fashion européenne, par exemple, ou que, une grosse marque française, enfin, tu vois? Sur le marché du textile, on est tout petit quand même. Heu, Nous, l'année dernière, en 2024, on a fait 4 millions à peu près. Donc, tu vois, on est D'accord, à peu ok. près sur, Donc là, c'est 4 millions et en gros, votre modèle aujourd'hui, c'est surtout de vendre d'autres marques avec un commissionnement parce que du coup, on vous délègue cette recherche et ouais. cette capacité à auditer avec les données publiques les différentes marques avec lesquelles vous travaillez. Alors, c'est pas avec les données publiques, c'est avec les données privées pour le coup. D'accord, Nous, ok. enfin, du coup, chez We Dress Fair, on valide, donc notre charte qui se base sur des critères responsables, donc enfin, éco-responsables d'un côté, écologique, où on vérifie l'impact environnemental de chaque type de vêtement. On demande les documents preuves, donc on récolte tous les documents preuves de tous les produits qu'on a sur We Dress Fair et on vérifie la traçabilité des marques, pareil. Si tu produis en France, on veut le contrat, que tu as avec ton usine française, une preuve de facture et cetera. Donc, on émet on fait le travail de traçabilité des marques, et les clients payent effectivement, le fait que enfin, en fait, on est aussi cher que les marques, mais les clients viennent sur We Dress Fair parce qu'ils peuvent trouver l'ensemble des marques Ouais. qui ont été auditées par We Dress Fair. Ok, très clair. C'est compliqué de bosser en couple ou pas? Vague sujet. Heu, on pourrait faire un podcast entier, je pense. Ouais, j'imagine. Hem, J'en c'est j'en discutais différent. avec Chloé Léger qui est en train de traverser l'Atlantique à la nage et qui, elle aussi, du coup, travaille en couple avec son association Swim for Change avec Mathieu qui est son mari. Et du coup, voilà, il y a pas mal d'avis là-dessus et j'aurais bien voulu savoir un peu toi en plus qui étais en congé mat là jusqu'au mois dernier, je t'ai sorti de ton congé mat et je te mets vraiment la rate au courbouillon parce que c'est compliqué pour toi en ce moment. Mais voilà, du coup, je voulais savoir Ouais, c'est comment compliqué ça se parce passe. qu'un petit bébé de 3 mois avec un grand bébé de 2 ans, c'est pas facile. Mais et puis un grand bébé We Dress Fair de 8 ans. Hem, on va dire, il y a beaucoup moi, je trouve ça ultra cool de partager une passion commune, enfin, parce que We Dress Fair, c'est une boîte, mais c'est plus qu'une boîte, hein. Mmh. C'est aussi une raison de bosser, quoi. Enfin, une raison d'exister, c'est un gros combat derrière, donc c'est extraordinaire d'en avoir fait son métier et de le partager au quotidien avec son conjoint. C'est extraordinaire, c'est trop bien. Après, c'est non-stop et donc du coup, le non-stop est parfois épuisant. Depuis qu'on a des enfants, c'est quand même un peu différent parce que, le fait d'avoir des enfants te cadre énormément dans ta vie, Ouais. voilà, tes enfants te ramènent au quotidien,
quand ils te tirent sur le pantalon parce qu'ils veulent un yaourt dans le frigo, c'est maintenant tout de suite, tu vois. C'est pas non, non, maman, ne parle pas de, je sais pas, le partenariat avec X ou Y. Voilà, je veux mon yaourt tout de suite. Donc, donc ouais, c'est beaucoup, beaucoup de choses très positives. Par contre, faut cadrer énormément. Et je pense Oui, qu'il des garde-fous, faut mettre des garde-fous. Il faut être assez intransigeant sur ces garde-fous parce qu'on a tendance à les transgresser rapidement quand il y a un problème dans la boîte, etc. Mais en fait, s'ils sont là, c'est pour quelque chose. Et il faut avoir une capacité de communication et d'écoute assez grande, quoi. ouais. Il faut pas tirer. Enfin, en fait, on est tous les deux à la direction aussi, c'est ça qui est compliqué. Donc, quand il y en a un qui part, c'est l'autre qui reprend le boulot. Enfin, voilà, faut essayer de. Voilà, quand je pars en congé mat, bah, mon double, c'est lui, quoi. Donc, du coup, bah, moi, je pars en congé mat pour élever le petit qui vient de naître, mais lui, il se prend la double charge de travail. Donc, voilà, on a une responsabilité aussi différente et il faut essayer des fois de s'en détacher, de pas culpabiliser, d'être du coup dans un truc assez transparent aussi, quoi, tu vois? Donc, Ouais, ouais, ouais. Bon, merci d'avoir partagé ça. Je t'en demande pas plus parce que je t'avais pas prévenu qu'on parlerait de ça, mais c'est juste que non, quand tu mais m'as dit en début d'épisode que vous bossiez ensemble, j'avais envie de te poser la question. Euh, Est-ce que un autre challenge du fait, enfin, au-delà de travailler en couple, c'est souvent le financement. Cet épisode on l'enregistre parce que je travaille avec les équipes de la Nef. Et puis, bah, vous avez emprunté de l'argent à la Nef et j'aimerais que tu me racontes un peu comment ça se passe. En fait, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette banque particulièrement et qu'est-ce que ça vous apporte d'être dans une banque comme la Nef plutôt qu'une autre? alors nous, on a toujours voulu, et je pense que ça vient du fait aussi que, j'en parlais un petit peu en début de podcast, du fait que We Dress Fair, c'est une marque militante à la base, hein. On est des militants avec Antoine et donc, et on a envie d'être en cohérence, et tout le monde a envie d'être en cohérence sur la totalité de ce qu'il fait. Il y a des choses qui sont plus ou moins faisables, et puis il y a des chemins, il y a des choses, qu'on arrive à faire vite et des choses où on met un peu plus de temps à le faire. Mais voilà, quand on a créé We Dress Fair, on s'est dit que, bah, l'idée, c'était pas du tout de créer une boîte pour, financer des trucs dégueulasses à côté, quoi. Et Mm. donc, on voulait pas, que l'argent qui finance We Dress Fair soit de l'argent qui vienne de fonds de spéculation, horribles, enfin voilà, de ouais, de choses qui ont financé le charbon, qui ont financé, des énergies fossiles, qui ont financé des gros projets, Donc d'extraction. finalement, en fait, vous avez fait avec la Nef ce que vos clients font avec vous, c'est-à-dire que vous avez délégué votre charge mentale de la connaissance de votre argent, quoi. Exactement. Et alors, on s'est beaucoup tourné autour au début puisqu'on était un peu petits, enfin et puis c'est normal, hein, enfin comme tout projet, quand on finance un projet, enfin comme, tout investisseur, une banque en fait, c'est aussi un investisseur. Il investit, avec des intérêts plus ou moins grands, mais voilà, l'idée c'est aussi de faire son beurre, quoi. Donc hem la Nef est une boîte aussi qui finance uniquement des projets responsables. Donc, on sait très bien que s'il y en a un qui tient pas, ben, c'est d'autres qui financent aussi derrière. Ouais. Donc, l'idée, c'est pas de financer tout le monde et n'importe qui. Il faut qu'on ait des projections qui soient intéressantes pour eux. Et donc, au départ, on était un peu petits pour eux. Donc, nous, on est allés chercher d'autres acteurs plus internationaux, nationaux, qui pouvaient prendre un peu plus de risques. Donc notamment, on est allé chercher, le pôle ESS de la Caisse d'épargne et puis, quand, on a été assez grand, la Nef, enfin, ça a toujours été une banque qu'on a voulu avoir avec nous parce que c'est un gage aussi d'être financé on a envie de faire partie aussi de ces entreprises qui permettent de financer d'autres. Enfin voilà, l'idée, c'est aussi Mmh. de faire partie quand on parle de collectif, on parle de collectif aussi sur tout l'ensemble, de l'écosystème que constitue une entreprise et donc notamment les financeurs aussi et donc on est très heureux aujourd'hui, de, heu
de montrer que on est financé par la nef, d'avoir aussi cette communication assez proche avec eux. C'est quand même pas une banque comme les autres, quoi. On est quand même assez proche d'eux. Ils sont hyper acteurs dans les entreprises qui financent parce que Ouais, donc on sort un peu du cadre de la relation financière. Et en plus, c'est marrant ce que tu dis, tu vois, quand tu me dis euh, on intègre un écosystème où l'argent qu'on a emprunté à la nef et qu'on rembourse au fur et à mesure, il sert aussi à financer d'autres projets. Je pense que je connais pas une autre banque où quelqu'un qui fait un emprunt dans une banque se dit ah bah chouette, mes ah oui, intérêts vont permettre de financer d'autres projets. En fait, on s'en arrête à ma relation et ma banque et mes taux d'intérêt pour la banque, mais jamais on imagine que notre argent va aller au financement d'autres projets et ah que ça oui. nous et donc là effectivement construire ce truc là autour d'un écosystème dont la nef est un peu le centre. Je trouve que c'est intéressant de se dire, bah voilà, moi, les intérêts que je paye ou quand je suis sociétaire, les intérêts qui sont basés sur mon épargne peuvent aller au financement de nouveaux projets. Et du coup, tu disais, pardon, je t'ai coupé, mais qu'il n'y avait pas uniquement des liens financiers, ça. Oui, oui, on se retrouve très régulièrement. La nef, ils font vivre les projets qu'ils financent autrement que par l'argent qu'ils prêtent. Aujourd'hui, ils les mettent énormément en avant. Nous, ils font intervenir des influenceurs dans notre boutique. Ils financent des podcasts tels que le tien pour mettre en avant des boîtes C'est telles que vrai. la nôtre. Enfin, tu vois. Et donc, du coup, c'est pas que des acteurs ou au final qui sont. Enfin, tu vois l'image du banquier derrière son PC qui remplit des chiffres et puis voilà, basta, hop, il t'a prêté de l'argent et puis c'est finito, tu vois. Là, le mec, il parle de toi, il est trop content de parler de toi, il achète des vêtements chez toi, il t'invite, il invite des gens dans ta boutique. Enfin voilà, nous, c'est très régulièrement que la nef nous dit ah, on fait une visite avec je sais plus qui d'autres financeurs ou je sais pas quoi, notre comité d'investissement. Est-ce qu'on peut visiter Wildresfer? Bah, bienvenue, venez. Enfin, voilà, du coup, c'est vrai que en dehors de leur rôle de financeur, ils ont aussi un rôle de diffuseur des projets à impact qui est assez énorme et dans lesquels on bénéficie énormément. Moi, je suis la tête sur le dernier flyer de la liste des Et j'ai projets vu. financés. Du coup, il y a ma tête partout. Enfin, voilà, du coup, c'est quand même assez cool de se dire, purée, ils font autre chose que juste, ils payent. Quand même, il y a de la com. C'est quand même assez rare que des boîtes payent, enfin, que des banques payent de la com des projets qu'ils financent. Enfin, tu vois, Ouais. c'est, enfin, moi, j'ai jamais vu ça ailleurs, quoi. Donc, En tout cas, à cette échelle, ça n'existe pas. Mais effectivement, on peut imaginer BNP faire de la com pour Total Energy sur des gros sujets sur lesquels ils vont financer. Mais de fait, à cette échelle-là, c'est quasiment jamais, quoi. Ouais. oui, puis avec cette proximité-là, tu vois? C'est pas la BNP qui va missionner un cabinet de communication, qui va machin, et cetera, et tu connais pas les personnes. Ouais. Là, je me suis retrouvée sur une table ronde pour le podcast 2030 Glorieuse à côté du banquier. Enfin, tu vois? Qui venait, lui, déjà, il s'appelait banquier itinérant, trop cool. Enfin, le mec, et qui était à côté de moi pour être sur un podcast, une table ronde où on parlait des projets, enfin, de faire vie autrement, enfin, de consommer autrement, etc. Enfin, c'est quand même ouf, tu vois, de te rendre compte que, en fait, c'est des banquiers engagés comme nous, on est des boîtes qui voulons faire bouger les choses aussi. C'est top. Bon, avant que les gens se disent qu'on est en train de faire vraiment de la pub, mais sachez c'est exactement vraiment ce qu'on ressent et ce qu'on pense de la nef pour de vrai, ce qu'on est en train de vous raconter. C'est pas du tout intégré dans un schéma narratif scripté par les personnes avec qui on travaille. Bisous. C'est quoi la suite pour We Dress Fair? Qu'est-ce que vous avez envie de faire en 2026? Là, si on dit, OK, la loi anti-fast fashion est passée en novembre, qu'est-ce qui se passe après pour vous? Mais il y a le niveau européen. Donc là, on est en train d'essayer de former la coalition européenne. Donc le prochain step, c'est aussi d'y aller et de faire passer cette loi au niveau européen parce qu'on sait très bien que si c'est fait niveau que français, ça va avoir un impact un peu plus réduit. Donc si on veut le faire passer au niveau européen, il faut s'organiser en collectif européen. Donc là, on est en train d'essayer de monter un mode climat européen pour avoir cette puissance au sein des décideurs européens.
Je pense qu'on aura, vraiment, on aura un peu gagné, on n'aura jamais gagné complètement cette bataille, mais tu vois quand vraiment on aura l'impression que on est sur un marché avec une compétition loyale entre tous les acteurs et que on peut choisir, le consommateur avec un pouvoir d'achat plus ou moins important peut choisir en toute transparence, pas que uniquement sur des choix de pricing, mais aussi sur des choix de traçabilité, respect de l'environnement, etc. Et donc, je pense que on aura gagné un petit peu cette bataille-là quand on aura atteint ce niveau-là. Et puis après, il y a plein d'autres. Nous, on aimerait avoir une circularité dans l'économie, dans le textile qui soit beaucoup plus grand. Et aujourd'hui, les acteurs du tri, du recyclage, etc., vont pas très bien dans l'industrie textile. Donc, on aimerait que cette filière-là puisse se réinventer demain et soit beaucoup plus collectif. Je sais pas comment dire, mais moins individualiste sur les intérêts de chacun, mais plus rassemblé en filière réellement, pour que chaque acteur ait vraiment un rôle à jouer dans cette économie circulaire et que tout le monde s'en sorte. En fait, que l'économie soit plus solide en étant circulaire qu'en étant individuelle. Et donc, je pense qu'on aura gagné quand on arrivera à ce niveau-là, tu vois. Ok, je pense qu'il y a tout un autre épisode à faire sur effectivement la circularité, le recyclage des vêtements, la quantité. On n'a pas forcément parlé de quantité de vêtements jetés aujourd'hui. On a un tiers de nos vêtements qui sont utilisés dans les placards. On en achète à peu près 20 fois plus qu'il y a 20 ans. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal d'éléments à aller creuser de ce côté-là aussi. Ce sera probablement l'occasion de faire un nouvel épisode. En tout cas, merci beaucoup, Marie, d'avoir fait ce pas de côté avec moi et d'avoir pris du temps alors que t'es charrette ces dernières semaines pour enregistrer cet épisode. C'était trop cool. C'est la fin de cet épisode. Si vous êtes encore là à nous écouter au bout d'une heure de conversation, c'est que vous faites vraiment partie de mes auditeurs préférés. Si c'est pas encore le cas, il faut vraiment que vous cliquez sur le bouton s'abonner sur votre plateforme de podcast. Vous pouvez nous rejoindre sur YouTube. On commence à publier des vidéos beaucoup plus fréquemment. Nous rejoindre sur les réseaux sociaux aussi. Et ça nous fera très plaisir d'avoir des commentaires sur ce que vous avez pensé de cet épisode. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao Marie, salut. Merci Xavier. À plus. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.